Depuis le déclenchement des frappes israélo-américaines, l'Iran a engagé une riposte balistique d'ampleur dans le cadre de l'opération intitulée Promesse sincère. Hier, à la télévision iranienne, le principal conseiller d'Ali Khamenei, Mohammad Mokhbar, a réitéré que l'Iran était prêt à poursuivre la guerre aussi longtemps qu'il le souhaite. Que sait-on aujourd'hui de la portée de l'arsenal de Téhéran et de la durabilité de ses capacités offensives? Bonjour Étienne Marcuse. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à la FRS, spécialiste de la dissuasion et de la défense antimissile. Est-ce qu'on a une idée précise de cet arsenal balistique de l'Iran? Puisque j'imagine qu'il ne publie pas des statistiques tous les jours. Tout à fait. Les estimations sont très variables il faut aussi tenir compte du fait qu'une part significative du stock a déjà été utilisée en 2024 et en 2025 contre Israël. Donc c'était en très grande majorité des missiles moyenne portée, au-delà de 1000 km. C'est pour cela que l'on voit que durant cette guerre, depuis samedi, les salves de missiles moyenne portée tirées contre Israël sont beaucoup moins denses qu'auparavant. Par contre, pour ce qui concerne des missiles courte portée qui ciblent les intérêts américains dans le Golfe, ce stock-là n'avait pas été touché ni utilisé, sauf à une toute petite occasion, durant les 2 années précédentes. C'est pourquoi l'Iran partait avec un très gros stock de missiles balistiques courte portée qui a été très utilisé dès les premiers jours du conflit. On estimait des estimations plus ou moins fiables, on va dire, d'y donner un stock de 2500 missiles courte portée au début de la guerre. Mais on entend, depuis la guerre en Ukraine d'ailleurs, l'armement iranien donc être vanté et puis être très présent. Ça signifie que l'Iran a de nombreuses usines de construction militaire. Effectivement, l'Iran a misé quasiment toute sa stratégie défensive et dissuasive conventionnelle sur cet arsenal balistique. Et donc avait une industrie très puissante, très développée, mais elle a fait partie des cibles prioritaires de l'aviation israélienne en juin 2025. Donc elle avait déjà été significativement endommagée. Elle avait été en partie remontée, remise sur pied, apparemment avec l'aide de la Chine, mais là encore, dès les premières heures du conflit ou dès les premiers jours, ça faisait partie des cibles prioritaires. Donc la majeure partie des sites de production iraniens ont déjà très probablement été dévastés par les premières frappes américano-israéliennes. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut distinguer? Puisque on parle beaucoup, donc des drones qui sont la grande nouveauté, depuis cette guerre, en Ukraine, les missiles, les bombes qui sont, larguées par avion et qui peuvent être, téléguidées. Si on devait faire une sorte d'état des lieux des armes qui sont aujourd'hui, employées sur ces différents théâtres d'opération. Alors effectivement, les drones d'attaque, donc les drones suicides, comme on les appelle, en fait, c'est vraiment une innovation iranienne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été copiée maintenant partout dans le monde, y compris par les Américains qui le revendiquent, avoir développé leur propre version du Shahed, a d'ailleurs été mise en œuvre côté américain pour la première fois dans ce conflit. Ces drones ont été dévoilés il y a maintenant plusieurs années, mais effectivement ont connu un regain d'intérêt avec le conflit ukrainien. Qu'est-ce que Donc c'est un Shahed? C'est-à-dire c'est un drone, c'est électrique? on va dire, c'est un petit aéronef qui a quasiment un moteur de tondeuse à gazon, hein. C'est vraiment un moteur très Donc basique. c'est pas électrique? C'est pas électrique. L'idée, en fait, c'est d'avoir l'instrument le plus bas coût possible pour pouvoir être produit à la chaîne. Donc, ce drone évidemment porte une charge explosive Tout à fait, 40 kilos à peu près. et il est, téléguidé, c'est-à-dire qu'il faut un opérateur? Non, c'est principalement du guidage GPS. Alors même si maintenant ça a été renforcé avec d'autres moyens parce que notamment les Ukrainiens ont développé des moyens de brouillage et ça s'est répandu ces moyens de contre-mesure. Donc il y a ce qu'on appelle des centrales inertielles. Ils font du multi-constellation. Donc l'idée en fait c'est un guidage autonome jusqu'à la cible et normalement c'est une précision qui, s'il n'y a pas de dégradation GPS à l'endroit de la cible, ça doit être de quelques mètres de précision. Et on l'a vu, par exemple, il y a eu un de ces drones qui a impacté la base navale de Bahreïn, américaine à Bahreïn, et qui a vraiment frappé un radome dans lequel il y avait une antenne satellite. Donc c'est quand même assez précis. Alors, les journalistes s'intéressent beaucoup aux drones, Étienne Marcuse, parce que, on a réalisé qu'un drone, donc ça coûtait 20 000 $ à fabriquer?
C'est l'ordre d'idée, oui. En revanche, pour, frapper un drone, notamment avec, des, missiles, tels que ceux qui sont utilisés dans le dôme de fer, ça coûte plusieurs millions de dollars. Alors, ça dépend de ce dont on parle. Les intercepteurs qui sont tirés contre les missiles balistiques, donc c'est les fameux Patriot par exemple, eux coûtent de l'ordre de 4-5 millions de dollars à produire. Et c'est pourquoi, par exemple, en France, quand on avait cette mission en mer Rouge pour protéger les navires de commerce contre les drones outils, on tirait l'équivalent du Patriot, c'est l'Aster 30, et donc c'était 2-3 millions d'euros pour un drone qui coûte 20 000 dollars. Donc maintenant, on a mis en place d'autres mesures pour neutraliser ces drones. Et par Quoi, par exemple, exemple? ça peut être la Marine nationale, par exemple, envoyer des hélicoptères avec un tireur de précision, donc avec un fusil à lunettes. Et l'idée, c'était de tirer dans le moteur et donc de faire tomber le drone, donc sans avoir à tirer un missile. C'est ce qui se passe actuellement dans le Golfe. On voit, par exemple, l'armée israélienne a montré des images hier de drones, d'hélicoptères d'attaque qui abattaient des drones en plein ciel. Le problème, c'est qu'il y a une vraie congestion de l'espace aérien dans le golfe arabo-persique et on l'a vu, il y a 3 avions, de chasse américains, des F-15, qui ont été abattus par erreur par un avion, un F-18 koweïti, qui pensait très probablement que c'était des drones Shahed. Donc là, en fait, c'est vraiment un cauchemar, pour les contrôleurs aériens militaires parce que vraiment ça vole dans tous les sens. Et des drones anti-drones? Ça existe. Il y a notamment une société française qui fabrique un petit drone anti-drone qui s'appelle le Fury, qui a fait apparemment très grande sensation auprès des Ukrainiens. Donc ça commence à se développer. Le problème, c'est que ça reste encore assez cher, mais c'est une solution et notamment, c'est des drones qui sont très réactifs, donc qui permettent et qui sont assez petits, donc qui permettent de couvrir un espace relativement grand. L'Iran, donc, on l'a dit au départ, a des capacités importantes, vous l'avez évoqué et c'est scruté. Il y a par exemple, eu un ralentissement des bombardements sur Tel Aviv. Alors, est-ce que ça signifie que l'arsenal s'est raréfié ou bien s'agit-il d'une stratégie, Étienne Marcuse? Alors, c'est possiblement un peu des 2. Là encore, les systèmes de lancement mobile faisaient partie des, cibles prioritaires, ce qu'on appelle des time sensitive targets. À l'ouverture du conflit, ce qu'on cherchait à neutraliser très probablement les Américains et les Israéliens, c'était le leadership politique et militaire, les systèmes de défense antiaérien et ces fameux lanceurs mobiles qui permettent de mener des attaques contre, en priorité, Israël, puis contre les intérêts américains. Donc là, il y a probablement un nombre important de lanceurs qui ont été détruits. C'est pas impossible que l'Iran, sachant très bien que c'est ce qui allait se passer, ait décidé de préserver une partie de son stock de lanceurs et de missiles, d'attendre qu'il y ait un épuisement des Américains, des Israéliens, pour ensuite les ressortir. Mais voilà, c'est quand même des stratégies qui sont, pas forcément évidentes à mettre en œuvre, donc il va falloir attendre. Mais c'est vrai que, par exemple, pendant la guerre de 12 jours, on avait vu que l'Iran avait mené des salves, des tirs, vraiment en nombre dans les premiers jours. Ça s'était un peu calmé au fur et à mesure du conflit, mais cette menace a perduré de manière, vraiment non négligeable, ce qui a forcé les Israéliens à la négociation. Et alors, on s'est rendu compte, qu'il y avait donc un ordre de grandeur. Donc, par exemple, ces, fameux missiles, Patriot qui sont utilisés donc pour détruire, d'autres missiles qui coûtent 4 millions de dollars. Ils sont produits, de manière, assez, compliquée par, Lockheed Martin. Lockheed Martin en produit 600 par an. Alors l'objectif, c'était, de mémoire 650 en 2027, donc c'est à peu près l'ordre d'idée. Et le problème, c'est que Mais tous 600, c'est très peu au vu du théâtre des opérations en Ukraine, en Iran, donc, autour de l'Iran. tout à fait, c'est très peu et c'est pour ça que, au grand désespoir des Ukrainiens, quasiment l'ensemble de la production de ces derniers mois a été réorienté uniquement pour les besoins de l'armée américaine. Parce que non seulement, comme vous venez de le citer, il y a le théâtre ukrainien, maintenant le théâtre iranien, mais il y a aussi la préparation d'un futur potentiel conflit avec la Chine. Et c'est ça qui inquiète beaucoup les Américains. Tout ce qui est utilisé en Ukraine et maintenant en Iran ne pourra pas être utilisé en cas de conflit avec la Chine. C'est pour ça que ce conflit ne peut pas durer éternellement pour les Américains.
Ça veut dire quoi? Parce que, combien de missiles Patriot sont tirés aujourd'hui, pour protéger donc à la fois, il y a le territoire israélien. J'imagine que, les États du Golfe aussi utilisent, ces missiles et c'est peut-être là d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, l'Iran bombarde les pays du Golfe. Alors, les Israéliens utilisent un système différent, c'est la fronde de David, mais c'est la même problématique. Les pays du Golfe, effectivement, en fait, sont dotés de systèmes américains qui protègent, en fait, aussi, et surtout les bases américaines dans le Golfe. Donc, c'est presque un lot commun de missiles. Donc oui, il y a cette problématique pour les Américains, sachant qu'effectivement, pour un unique vecteur assaillant iranien, ils vont avoir tendance à tirer 2 voire 3 intercepteurs. Donc on est vite à 12-15 millions de coûts d'interception pour chaque missile iranien, sachant qu'un missile iranien, ça doit probablement coûter de l'ordre de moins d'1 million de dollars, même si on n'a pas les coûts exacts de fabrication. Donc on est dans un rapport quasiment de 1 pour 15. Et puis j'ai une question candide, l'Iran a-t-elle la possibilité donc on a parlé de missiles à moyenne portée, de missiles longue portée qui pourraient toucher, les États-Unis, voire, d'autres pays? Alors ça, c'était une des justifications données par Trump pour mener cette guerre. Le programme balistique très longue portée iranien a existé, il y a eu des développements dans les années 2000. Ça s'est notamment concrétisé par des lanceurs spatiaux qui ont des technologies communes avec ces missiles intercontinentaux, par exemple la séparation des tâches, mais il n'y a jamais eu de programme concret, de capacité concrète démontrée par les Iraniens. Merci beaucoup Étienne Marcuse, vous êtes chercheur associé à la FRS, spécialiste de la dissuasion et de la défense antimissile. Dans